Bien, je vous propose de commencer ce troisième cours et nous allons parler aujourd'hui, nous allons tenter de parler des liens entre la conscience et la métacognition. C'est-à-dire la possibilité qu'une partie de ce qu'on appelle les opérations métacognitives soit réalisable de façon non consciente dans le cerveau humain. Alors, évidemment, peut-être qu'avant de venir au cours, vous vous êtes demandé si cette question n'était pas un petit peu étrange. La métacognition est-elle possible en l'absence de conscience? La question paraît étrange parce qu'on se demande même s'il est possible d'avoir accès à des informations sur nous-mêmes sans que cet accès soit automatiquement conscient. Ça fait presque partie de la définition de l'introspection qu'elle soit consciente. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on plonge en nous-mêmes pour y trouver de l'information sur nous-mêmes, c'est un acte d'introspection consciente. La notion même d'introspection consciente semble une redondance inutile. Et de plus, certains modèles de traitement conscient suggèrent qu'il y a des liens étroits entre l'introspection et la conscience. Alors, le modèle de l'espace de travail global que je défends avec Jean-Pierre Changeux suggère que lorsqu'on a accès conscient à une information, eh bien, on peut la manipuler. C'est le propre de l'information consciente que d'être accessible à toute une série de traitements cérébraux. Et en particulier, l'information est rendue accessible, rendue disponible à des processus de réflexion, des processus réflexifs qui caractérisent notre introspection. Nous pouvons utiliser l'information consciente d'une manière extrêmement flexible et donc consciente. Eh bien, cette suggestion ici, sur la base du modèle d'espace de travail global, c'est un lien dans une certaine direction. Une fois qu'on a pris conscience de l'information, on doit être capable de traitement métacognitif. La question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est est-ce que l'inverse est vrai? C'est-à-dire, est-ce que à chaque fois qu'il y a une opération métacognitive qui se déclenche dans le cerveau, il y a nécessairement conscience de l'information correspondante? Alors, il existe une théorie du traitement conscient qui s'appelle la théorie HOT, pour Higher Order Thought, pensée d'ordre supérieur, développée par David Rosenthal, dont j'avais parlé très brièvement dans le cours de l'année dernière, qui implique que ce lien existe, c'est-à-dire que ça fait partie de la définition d'une représentation consciente, qu'elle soit intégrée à une pensée d'ordre supérieur. Une représentation est consciente si et seulement si, pour David Rosenthal, elle fait l'objet d'une méta-représentation. Donc, suivant cette théorie, mais ce n'est pas la seule théorie, et après tout, il faut confronter ces théories à l'expérience, il y aurait une sorte de relation d'identité entre les représentations qui sont accessibles à des pensées d'ordre supérieur et les représentations conscientes. Bien, et tout ceci n'est pas choquant, et je pense que si on n'y réfléchissait pas plus que ça, on en conclut que l'introspection est nécessairement consciente, et on va voir qu'il y a même des collègues et des expériences publiées dans la littérature qui font tout simplement cette hypothèse que dès qu'on mesure une capacité, par exemple, de juger sa confiance dans le stimulus, eh bien on est en train de mesurer une opération consciente. Néanmoins, si on y réfléchit un petit peu plus, il n'y a rien dans la définition des processus métacognitifs qui interdise que certains de ces processus relativement élémentaires, qui en fait surveillent et s'informent sur le déroulement d'autres opérations cognitives, ne puissent pas être automatiques et non conscients. En fait, si vous vous souvenez, lorsqu'on avait parlé de la possibilité de réfuter certains arguments contre l'existence de l'introspection, on avait évoqué la possibilité dans le premier cours que certains processus liés aux opérations dans le cortex préfrontal du cerveau regardent, en quelque sorte, examinent les données issues de processeurs plus postérieurs, par exemple visuels. Et c'était une hypothèse qui était proposée par Christophe Corr, par exemple. Eh bien, dans ce cas, on peut tout à fait imaginer que certains de ces processeurs réalisent des opérations élémentaires de surveillance des autres processeurs qui ne soient pas conscientes. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, je me propose de montrer que certains jugements de confiance et certains jugements d'erreur, de détection d'erreur,
fournissent des exemples de métacognition non consciente. Et au passage, nous allons voir que ces jugements de confiance, on est capable d'en proposer des modèles assez précis maintenant, et que dans ce cas-là, au moins, on commence à décoder des mécanismes élémentaires de jugement métacognitif. C'est une question tout à fait intéressante. Comment savons-nous, alors même que nous faisons une action qui est censée, dans une certaine mesure, être la meilleure action possible, selon notre propre jugement, comment savons-nous, en même temps, que peut-être nous sommes en train de nous tromper ou que nous perdons confiance dans notre réponse? Alors, donc, nous allons parler beaucoup du jugement de confiance aujourd'hui, et nous allons voir que c'est un domaine de la métacognition qui est beaucoup plus rigide et beaucoup plus proche de la psychophysique que ne l'étaient les tâches que j'avais abordées dans les cours précédents. Peut-être avez-vous été frustré de voir dans les cours précédents une méthodologie de psychologie expérimentale qui était quand même assez soft, si l'on peut dire, qui consistait à faire appel au rapport verbal du sujet, à des jugements qui étaient parfois numériques, mais qui concernaient des jugements prospectifs à long terme. Est-ce que vous pensez avoir le mot sur le bout de la langue? Est-ce que pouvez-vous évaluer le pourcentage de réponses correctes dans le bloc précédent, ou combien vous allez faire d'erreurs dans une tâche de mémoire? Ce sont des jugements qui sont difficiles à modéliser parce qu'ils sont extrêmement verbaux, alors que le jugement de confiance en soi, on va voir, est un jugement quelque part beaucoup plus quantitatif et rigoureux. Alors, je vais commencer par parler d'un article qui vient de paraître dans PNAS, dû à nos collègues parisiens, Barthelme et Mamassian, qui pose une question extrêmement simple. Est-ce que le jugement de confiance en soi est une compétence authentique? Est-ce qu'on a un authentique accès quantitatif à la confiance que l'on peut avoir dans nos représentations perceptives? Ça fait le lien avec le cours de la semaine précédente, parce que si vous vous souvenez, dans le cours de l'année précédente, de la semaine précédente, j'avais parlé du fait que lorsqu'on a, par exemple, l'impression d'avoir le mot sur le bout de la langue ou d'avoir un sentiment de savoir, même lorsqu'on ne récupère pas une information en mémoire, on a le sentiment de savoir, eh bien, j'avais discuté du fait que ces introspections ne sont pas parfaites, elles ne correspondent pas à un accès direct à notre mémoire, mais elles correspondent à l'utilisation d'heuristiques. Ces heuristiques étaient, est-ce que l'information est accessible, par exemple? Eh bien, on va voir que dans le cas de la confiance en soi, ce jugement de confiance dépasse l'heuristique. Quelque part, il a un accès, essai par essai, à la qualité de l'information perceptive. Alors, on sait en fait depuis de très nombreuses années, depuis pratiquement un siècle, que la performance et le jugement de confiance covarient sur une base d'essai en essai, avec la difficulté de la tâche, lorsqu'on fait varier la difficulté de la tâche. Un exemple très simple, c'est si on rend les lettres floues, ce qui avait été beaucoup étudié au début du XXe siècle en psychologie, eh bien, à mesure que l'on rend les lettres de plus en plus floues, et qu'on demande au sujet de juger d'abord de quelle lettre il s'agit, et ensuite quel est son degré de confiance dans sa réponse, on s'aperçoit que les deux réponses covarient, c'est-à-dire la qualité de la réponse de type 1, nommer la lettre, et la qualité de la réponse de niveau supérieur, juger si on a confiance ou pas en sa réponse, ces deux paramètres covarient entre eux. Et ça suggère qu'il y a un lien très étroit entre le jugement de confiance et la réalité, en quelque sorte, de la performance. Mais Barthelme et Mamassian font remarquer que ça n'est pas suffisant d'avoir une telle corrélation. Il se pourrait encore que le sentiment d'avoir ou pas confiance dans sa réponse soit issu d'indices, d'heuristiques, qui pourraient être tout simplement des indices de bas niveau. Par exemple, il se pourrait que je ne juge pas réellement la confiance que j'ai dans ma réponse, mais simplement le niveau de flou de l'image. Et comme le niveau de flou de l'image lui-même prédit si ma réponse va être correcte ou pas, je peux, en me fondant sur cet indice, avoir une certaine notion de ma confiance en soi, de la confiance en moi, en quelque sorte. Donc, il y a deux modèles possibles, si vous voulez. Il y a un modèle qui dit « nous utilisons des heuristiques pour juger de notre confiance dans nos réponses », il y a un autre modèle qui dit nous avons un authentique accès quantitatif à une sorte de calcul probabiliste qui nous dit quelle est la probabilité que nous nous trompions, une sorte de représentation explicite de l'incertitude. Alors pour tester et séparer ces deux modèles, Barthelme et Mamassian font une expérience très astucieuse que je vais vous décrire. Ils présentent simultanément deux ensembles de petites formes qu'on appelle des Gabor, vous allez voir dans un instant, et ils font varier simultanément le contraste de ces stimuli, qui est un petit peu comme le flou de l'image qui va changer la qualité de la perception, et ce qu'on appelle le crowding en anglais, l'encombrement en français, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, c'est-à-dire la proximité avec des formes similaires.
Donc je vous montre tout de suite ces stimuli qui sont issus de l'article. Vous pouvez fixer ici au milieu, et la tâche du sujet, c'est d'essayer de déterminer l'orientation de la forme centrale ici. Donc, si vous fixez au milieu, vous allez voir que ce n'est pas si facile parce que ces objets sont en périphérie. Cet objet qui est au centre doit être l'objet de votre attention, mais les objets qui sont autour encombrent l'image, servent donc, ont ce rôle de crowding, et en particulier lorsqu'ils sont alignés, presque alignés avec l'orientation de la forme centrale, il y a un encombrement plus important, et je pense que vous avez peut-être cette introspection que c'est plus difficile de voir l'orientation de la ligne centrale, ici du gabord central, dans le cas de droite que dans le cas de gauche, où les orientations sont pratiquement perpendiculaires. Donc ce sont les variables qui sont manipulées par Barthelme et Mamassian, mais alors il pose une question très astucieuse. Il pose une question d'abord introspective au sujet. La question introspective, métacognitive, c'est lequel des deux stimuli, celui de droite ou celui de gauche, vous donnerait la plus grande confiance de répondre correctement au jugement d'orientation sur la barre centrale. Autrement dit, il demande d'abord un jugement de second ordre, si vous voulez, pour lequel de ces deux stimuli avez-vous la plus grande confiance d'être capable de répondre correctement à l'orientation de la barre centrale. Et ils vont regarder quels sont les paramètres qui déterminent ce jugement introspectif de la part des sujets. Dans un deuxième temps seulement, une fois que le sujet a décidé, par exemple, que c'est celui-ci qui donne la plus grande confiance, qui est peut-être votre jugement à vous, eh bien, il lui demande effectivement de juger l'orientation centrale. Alors, lorsqu'on regarde le jugement de premier ordre, c'est-à-dire le jugement de l'orientation, eh bien, on voit ce qu'on s'attend à trouver, c'est-à-dire qu'en fonction du contraste du stimulus et du caractère encombré en rouge ou non encombré en rouge ou encombré en bleu, donc non encombré ce serait à gauche et encombré ce serait à droite ici, eh bien vous voyez que les performances dans le jugement de premier ordre, les performances objectives en quelque sorte du sujet par rapport au caractère objectif de cette orientation de la barre, les performances croissent avec le contraste et elles croissent beaucoup moins vite lorsque le stimulus est encombré que lorsqu'il ne l'est pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun des paramètres à lui tout seul ne suffit à donner la réponse, ne suffit à déterminer la performance du sujet. Par exemple, il existe des niveaux de contraste où le contraste est plus faible pour le stimulus non encombré que pour le stimulus encombré, et pourtant la performance est meilleure à contraste plus faible qu'à contraste plus élevé. Donc il faut vraiment tenir compte des deux paramètres pour caractériser la performance des sujets. Alors la question qui est posée, c'est est-ce que dans leur jugement de confiance, le jugement qui est fait en premier, les sujets tiennent compte de tous ces paramètres. La théorie peut être faite d'essayer de décider si le sujet répond uniquement sur la base du contraste tout seul, s'il répond sur la base du caractère encombré de l'image, ou s'il est réellement capable d'utiliser deux paramètres et en fait d'estimer son propre niveau de réussite. Et si le sujet utilisait exclusivement le contraste, il devrait toujours avoir une espèce de limite rigide où les contrastes trop faibles, le sujet dit « je n'ai pas confiance dans cette réponse-là », les contrastes trop forts, le sujet dit « je peux avoir confiance dans cette réponse-là ». Donc il ferait une comparaison sur l'axe des contrastes. Une fois fixé un des stimulus, le deuxième stimulus serait jugé exclusivement en fonction de sa position sur l'axe du contraste. Deuxième possibilité, si le sujet juge du caractère encombré de l'écran, eh bien il devrait à ce moment-là toujours juger que les stimuli qui tombent sur la courbe rouge, c'est-à-dire qui ne sont pas encombrés, donnent une plus grande confiance que les stimuli qui tombent sur la courbe bleue. Maintenant, si le sujet est réellement capable d'avoir une introspection authentique et de juger de la qualité de sa propre représentation perceptive, il ne doit faire aucune de ces deux réponses-là. Il doit tenir compte, en fait, de la position des deux stimuli sur l'axe vertical et non pas sur aucun des axes horizontaux ou sur les courbes particulières. Il doit simplement tenir compte du fait que l'un des deux stimuli donne une plus grande probabilité de répondre correctement à la tâche primaire. Donc la question qui est posée ici, c'est est-ce que les sujets sont capables d'avoir un accès introspectif à leur performance dans la tâche qui va venir tout de suite ensuite. Et les résultats qui sont observés par Barthelme et Mamassian, c'est que les sujets semblent utiliser de façon quasi optimale une information introspective authentique sur la probabilité de répondre correctement à la tâche primaire. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite courbe qui est en vert ici,
qui indiquerait quelle serait la bonne réponse du sujet sur la base du contraste. Ici, vous avez le contraste du stimulus non encombré. Ici, vous avez le contraste du stimulus encombré. Malheureusement, les échelles ne sont pas les mêmes. Et donc, la diagonale qui correspondrait à toujours choisir le plus grand contraste, elle est ici, elle est en vert. Et vous voyez que les réponses de sujets qui sont présentées en niveau de couleur, ici, c'est la probabilité qu'ils répondent « j'ai plus confiance dans un stimulus » ou « j'ai plus confiance dans l'autre stimulus », eh bien, les réponses du sujet ne suivent pas exclusivement le contraste, elles ne suivent pas exclusivement l'encombrement, mais elles approximent un jugement optimal, c'est cette frontière de jugement ici, qui est une authentique estimation de la probabilité de répondre correctement. C'est un petit peu compliqué, je m'en excuse, mais j'espère que vous avez saisi l'idée qui est que dans une tâche psychophysique, quelque part, lorsqu'on regarde les stimuli, on a une bonne idée du degré de réussite future à une tâche, par exemple comme le jugement d'orientation. Et j'ai choisi cette expérience, elle est très récente et élégante, mais il y en existe beaucoup d'autres qui montrent effectivement que nous disposons d'un mécanisme sophistiqué d'évaluation de l'incertitude associée à nos propres jugements. La question, c'est comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut théoriser ce type de jugement? Alors, il existe en fait une théorie qui a été développée sur la base de la théorie plus simple, plus classique en psychophysique, de la théorie de la détection du signal. Et je vais essayer de vous expliquer cette théorie sur la base d'un exemple concret. Je dois dire que la situation particulière de Barthelme et Mamassian, à ma connaissance, n'a pas encore été complètement théorisée. Je ne pense pas que ça pose d'obstacle majeur, mais je vais parler d'une situation beaucoup plus simple et quelque part beaucoup plus classique, où le sujet commence à faire une première réponse, une réponse psychophysique. Il essaye de juger le monde extérieur, et puis ensuite il fait une deuxième réponse, il essaye de juger si sa propre réponse était correcte ou pas, ou quel était le degré de confiance dans sa propre réponse. Alors, la réponse numéro 1, c'est la situation classique, elle peut être capturée, disons, par la situation classique de la théorie de la détection du signal. Par exemple, on peut demander au sujet de répondre « il n'y avait pas de stimulus » ou « il y avait un stimulus ». La situation objective du monde extérieur, c'est qu'il y a un stimulus présent, qu'il y a un stimulus absent. Ça définit une matrice 2 x 2, dans laquelle on peut considérer qu'il y a des fausses alarmes, c'est-à-dire la personne a répondu présent alors qu'il n'y avait pas de stimulus, des réponses correctes, où le sujet a répondu présent, le stimulus était présent, des réponses ratées, où le sujet a répondu absent alors que le stimulus était présent, et des rejets corrects, où le sujet a répondu absent alors que le stimulus était effectivement absent. Ça, c'est la description de la tâche de niveau 1. C'est la description classique, on peut la capturer par la théorie de la détection du signal. La décision de type 2, qui est demandée au même essai au sujet, c'est de juger est-ce que la réponse que vous venez de faire, est-ce qu'il est probable qu'elle soit une erreur ou pas? Ou bien est-ce que vous voulez parier que cette réponse est correcte ou pas? Ou bien quel est votre niveau de confiance? Est-ce que vous voulez avoir une confiance élevée ou une confiance faible dans la réponse que vous venez de faire? Alors, comment comprendre ce type de réponse? Eh bien, dans la théorie du jugement de type 2, on refait un tableau de type théorie de la détection du signal, dans lequel, cette fois-ci, l'état objectif du monde, c'est la réponse qu'on vient de faire à la tâche 1. Donc, est-ce que la réponse qu'on vient de faire est objectivement correcte ou objectivement une erreur? Autrement dit, est-ce qu'elle tombe dans la diagonale ici ou dans l'autre diagonale? Et la réponse de type 2, c'est la réponse que nous donne le sujet. Je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que j'ai répondu correctement. Et à nouveau, on peut classifier cette seconde réponse comme une réussite de deuxième ordre. J'ai dit correct, j'avais effectivement bon. Une fausse alarme de deuxième ordre, j'ai répondu correct alors qu'en fait j'ai fait une erreur. Un raté de deuxième ordre, j'ai répondu que j'avais fait une erreur alors qu'en fait c'était correct. Ou un rejet de deuxième ordre, j'ai répondu que j'ai fait une erreur et effectivement j'avais fait une erreur. Donc vous voyez qu'on peut appliquer exactement les mêmes outils à ce deuxième niveau qu'au premier niveau, et en particulier une mesure classique qui s'appelle le D', permet de mesurer si cette table de contingence dépasse le niveau du hasard, si le sujet fait mieux qu'il ne le ferait s'il répondait simplement en jugeant à pile ou face. Voilà. Donc, les outils d'analyse de premier ordre peuvent servir à l'analyse de second ordre. Qui plus est, on peut faire une théorie... alors d'abord, oui, cette phrase-là, il est possible d'éviter d'avoir une réponse simplement binaire. Je pense que j'ai fait une erreur, je pense que j'ai répondu correctement. Il est possible d'avoir toute une série de catégorisations de la réponse. J'ai pas confiance, j'ai un petit peu confiance, j'ai de plus en plus confiance, et on peut même utiliser, bien entendu, des chiffres à la place. Alors, comment modéliser?
ce type de situation? Eh bien, pour modéliser la théorie classique de la détection du signal, on suppose que le sujet dispose en interne d'une variable continue, x, dont la qualité varie en fonction de la présence du signal ou pas, mais aussi de la présence de bruit dans le traitement cérébral et dans les entrées mêmes. Donc x, c'est la variable qui sert à juger, qui est une variable réelle, continue, qui sert au sujet pour donner son jugement de type 1. Le sujet observe et de façon objective dans le monde extérieur, il y a effectivement un signal ou il n'y a que du bruit, et le sujet prend sa décision. Je pense qu'il y avait du signal, je pense qu'il y avait du bruit. Le niveau 2 va être modélisé exactement de la même manière. On suppose que le sujet a accès, et c'est un point crucial, à la même donnée, c'est-à-dire une entrée sensorielle de niveau X, variable réelle, et il existe une information objective dans le monde extérieur qui est ce que sa réponse précédente était correcte ou incorrecte, et lui essaye de juger si sa réponse était effectivement correcte ou incorrecte. Alors quand on voit les choses sous cet angle-là, on peut modéliser complètement la tâche de niveau 1 et la tâche de niveau 2 avec la théorie de la détection du signal. Je vais essayer de vous expliquer dans un exemple très concret. C'est celui qui est utilisé dans cet article de Galvin, que je recommande uniquement aux plus matheux d'entre vous, parce qu'il décrit vraiment en grand détail toute la théorie. Mais imaginez une situation très simple. Il y a 3 dés. 2 de ces dés sont des dés classiques, donc on les jette et ils ont des faces de 1 à 6, et ça va servir de bruit dans l'exemple que je donne. Et l'autre dé, il a 3 faces sur lesquelles il y a marqué 3 et 3 faces sur lesquelles il y a marqué 0. Okay. Et c'est ce dé-là qu'on va essayer de deviner. On va essayer de deviner s'il est tombé sur 3 ou s'il est tombé sur 0. Alors, dans cet exemple, on ne dispose que de la somme des 3 dés. Okay. Donc, sur la base de la somme des 3 dés, on doit essayer de deviner si le dé bizarre est tombé sur 3 ou s'il est tombé sur 0. Eh bien, on peut appliquer la théorie que je viens d'esquisser pour savoir comment faire un jugement optimal. La théorie, développée par Green et Zwets en particulier, dans un livre ancien mais toujours très intéressant, c'est qu'il existe des critères fixes qui définissent comment on doit répondre et qui doivent être appliqués à la somme. Donc le sujet reçoit la somme. Vous avez compris que la somme, c'est l'équivalent dans cet exemple des entrées sensorielles qui sont reçues par le cerveau. Des entrées sensorielles qui reflètent en partie l'état du monde, le dé est tombé sur 3 ou il est tombé sur 0, mais qui reflètent aussi en partie le bruit qui a été rajouté à ce signal. Donc les autres dés qui sont tombés sur un nombre aléatoire entre 1 et 6. Alors si on analyse cette situation, on peut regarder par exemple quelles sont les valeurs de la somme qui sont possibles, entre 2 et 15 ici, suivant que le dé critique est tombé sur 0, qu'il soit tombé sur 3. S'il est tombé sur 0, c'est la distribution en gris. S'il est tombé sur 3, c'est la distribution en noir. Ici, on voit par exemple que, évidemment, la somme ne peut jamais faire 1. Si elle fait 2, ça veut dire que le dé est tombé sur 0, évidemment. Si elle fait 3 aussi. Et ce n'est possible ici que dans un cas très rare où les 2 autres dés sont tombés sur 1, vous êtes d'accord, hein. Donc on peut reconstruire toute la distribution comme ça. Et on voit bien entendu déjà que c'est très facile de savoir que si la somme fait 2 ou fait 3 ou fait 4, eh bien, on peut à coup sûr répondre que le dé crypté, le dé spécial, est tombé sur 0. Bon, dès qu'on atteint une somme de 5, 6 ou 7, vous voyez qu'il y a une incertitude, parce que cette somme peut être atteinte, que le dé spécial soit tombé sur 3 ou sur 0. Alors, néanmoins, il y a une probabilité plus grande que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Et les 2 distributions de probabilité se croisent, et la théorie très simple, c'est qu'on doit appliquer un critère sur cette réponse, et dans le cas non biaisé, le critère optimal, il est au milieu. Ici, c'est l'endroit où se croisent ces 2 distributions. Ça va être de dire, si la somme fait moins que 8, je pense que le dé spécial est tombé sur 0. Si la somme fait plus que 8, je pense que le dé est tombé sur 3. Voilà. C'est la zone de croisement de ces 2 distributions. Ça peut dépendre, et la théorie devient un petit peu plus complexe, s'il y a des renforcements différents, monétaires par exemple, qui sont donnés au sujet. Mais je simplifie un petit peu ici. Alors, une fois qu'on a ce critère, on peut savoir quelle est la probabilité que le sujet se soit trompé. Si j'applique un critère aux alentours de 8 ici, eh bien, toute la partie en noir ici à gauche de ce critère, ça va être des erreurs. Ça va être des cas où la somme est plus petite que 8, et pourtant, le dé était tombé sur 3. Et toute la partie en grisé à droite, ici, de la même manière, le dé est tombé sur 0, mais la somme était plus grande que 8. Je ne peux pas faire mieux que ça, c'est le critère optimal. Mais il va y avoir des erreurs. Alors, ces erreurs, je peux, à leur tour, regarder de quelle somme elles vont venir. C'est-à-dire ici,
dans ces distributions, je regarde quelle est la probabilité d'avoir une certaine somme, sachant que je me suis trompé. Et la probabilité d'avoir une certaine somme, sachant que j'ai fait une réponse correcte. Ouais. Bon, c'est relativement simple. Par exemple, ici, pour 2, 3 ou 4, si j'ai cette somme, je suis sûr d'avoir bon, avec le critère que j'ai utilisé auparavant. Dès que la somme atteint 5, 6 ou 7, il y a une certaine probabilité que j'ai fait une erreur. Et on voit donc que dans la zone centrale, la plupart des erreurs, en quelque sorte, viennent de la zone centrale, bien entendu. C'est là qu'il y a une plus grande probabilité de faire une erreur. Alors, la théorie dit que pour une fonction de coût donnée, on doit à nouveau appliquer un critère fixe au ratio des deux distributions que je viens de décrire. Donc, dans ce cas particulier, on peut imaginer, alors ça va dépendre à nouveau de la fonction de coût, hein, qui est liée en particulier à la volonté du sujet de prendre des risques ou pas, donc qui peut changer d'une personne à l'autre également, mais pour une personne donnée et pour une fonction de coût donnée, le critère optimal va être, par exemple, de décider que tout ce qui est à l'intérieur d'une certaine zone, ça va être probablement des erreurs, en tout cas je vais avoir une non-confiance dans ma réponse, et tout ce qui est en dehors d'une certaine zone, où la somme dépasse, par exemple, elle est en dessous de 5 ou elle est au-dessus de 11, eh bien, je vais décider que j'ai une grande confiance dans ma réponse. Et là encore, c'est la manière optimale de procéder, sachant que je dispose uniquement de cet élément d'information qui est la somme, hein, qui est l'entrée. Alors, avec cette théorie, on peut développer toute une théorie détaillée, donc quantitative, de ce que vont être les réponses du sujet, et peut-être sans rentrer trop dans le détail, vous pouvez retrouver ça sur Internet, on peut extraire un certain nombre de points clés de cet article de Galvin. Le premier point clé, qui n'est pas évident à mon avis, c'est que dès qu'un signal sensoriel permet une détection de premier ordre sur le monde extérieur, meilleur que le hasard, eh bien, il permet également, sauf dans des cas très pathologiques, un jugement de confiance de second ordre meilleur que le hasard. Ça n'est pas intuitif parce qu'on a l'impression que quand on a une variable sensorielle qui est bruitée, qu'on fait une réponse optimale, on a en quelque sorte utilisé toute l'information qui était dans cette variable. Eh bien, ça n'est pas vrai. Il y a encore de l'information dans cette variable qui nous dit quelle est la probabilité que je me sois trompé. Et donc, on peut encore faire mieux que le hasard dans un jugement de type « je me suis trompé » ou « je ne me suis pas trompé ». Et dans un jugement de confiance. Il y a de l'information. C'est assez simple à comprendre, hein, dans le modèle de la somme. Là. Quand la somme est proche de 8 ou 9, ben, si elle est 9, je vais dire le dé est sans doute tombé sur 3, mais je sais, parce que cette somme est tellement proche de mon critère, qu'il y a une forte probabilité que je me trompe. Voilà. Donc j'ai de l'information précise sur la probabilité de me tromper. La théorie de Galvin permet de calculer ce niveau de réussite de type 2, donc métacognitif, et la théorie montre que la performance de niveau 2, mesurée par l'air sous la courbe ROC, je ne rentre pas dans le détail, est toujours moindre que la performance de type 1. Donc c'est intéressant parce qu'on a une borne supérieure. Et l'introspection est toujours un petit peu moins bonne que la réalité. Et ça, c'est une théorie spécifique, mais je pense que ces éléments particuliers rentrent dans une théorie beaucoup plus générale, qui est la perspective bayésienne sur le traitement de l'information, qui implique essentiellement que chaque aire cérébrale estime non seulement la représentation la plus probable correspondant aux entrées sensorielles, la somme dans l'exemple que je viens de donner, mais également peut-être toute la distribution de probabilités, et ça permet à chaque aire cérébrale de disposer non seulement de la représentation la plus probable, mais également d'un degré d'incertitude, une sorte de code local de l'incertitude sur la perception, qui peut être utilisé ensuite pour des décisions. Alors, les prédictions du modèle que je viens de vous présenter sont assez simples. Premièrement, le jugement de confiance doit être toujours meilleur que le hasard quand la performance de type 1 l'est. Hein, on doit toujours disposer d'informations métacognitives. Deuxièmement, le jugement de confiance peut être fondé sur un calcul modulaire, local, et donc potentiellement non conscient. C'est quelque chose de relativement simple, vous voyez, qui peut être fait par un petit système de calcul probabiliste, et donc il n'y a pas de raison que ça dépende nécessairement de la conscience. Alors ces prédictions, on va les voir maintenant. La première est fausse, la deuxième est vraie. Donc c'est intéressant. La première est fausse, ça veut dire qu'on va trouver des situations où le jugement de confiance est au niveau du hasard, alors que le sujet répond lui-même mieux que le hasard à la tâche 1. Donc le sujet réalise une opération cognitive, il la fait bien, mais il n'a pas d'introspection. Et ça correspond bien entendu à une sorte de limite d'introspection consciente. La deuxième partie est vraie, c'est-à-dire qu'il existe des introspections qui ne sont pas conscientes, il existe des traitements métacognitifs qui ne sont pas conscients.
Et donc, la conclusion que je tirerai sera un tout petit peu différente de celle issue de la théorie de Galvin. Je pense qu'on verra qu'il existe de multiples origines pour notre jugement de confiance. En fait, dans le cerveau, comme d'habitude, un système extrêmement redondant dans lequel il y a plusieurs systèmes de détection d'erreurs à plusieurs niveaux, peut-être même à tous les niveaux, suivant l'hypothèse bayésienne. Et certains sont conscients, d'autres ne le sont pas. Alors, commençons par un article classique qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui est celui de Kolb et Brown, qui est l'un des premiers à poser la question de cette dissociation entre performance et confiance. Confiance. Je vais essayer de prononcer les mots correctement. C'est un article qui dit avoir trouvé, chez le sujet normal, ce qu'on appelle blind sight, donc une vision aveugle, c'est-à-dire une capacité d'avoir des performances bien meilleures que le hasard. Le sujet nie avoir des performances quelconques, il pense n'avoir rien vu du tout. Les stimuli qui sont utilisés par Kolb et Brown sont intéressants. Ils présentent des stimuli dans une première expérience qui sont en mouvement. Ce sont des textures de points. Chacune de ces petites flèches représente un point qui bouge. Et dans une zone, ici, il y a un patch de points qui bouge de façon orthogonale à tous les autres. Donc, ceci bouge dans cette direction-là, mais ceci bouge dans la direction perpendiculaire. Et ça permet de délimiter une zone. Et la tâche du sujet, c'est de détecter la position de cette zone avec 4 positions possibles. Dans la condition de gauche, les points sont parfaitement visibles. Dans le mouvement est parfaitement visible. Dans la condition de droite, la zone est rendue invisible. C'est en tout cas ce que disent Kolb et Brown, en mettant des points qui sont appariés entre eux, qui sont très proches. Vous voyez, l'un bouge dans une direction et l'autre bouge dans l'autre direction. Alors il semble que dans ce cas-là, le résultat net, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une zone qui est définie par un mouvement particulier et qui se détache du fond, alors que dans la partie de gauche, ici, c'est parfaitement visible. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils observent que... alors, je vous ai donné la tâche. À chaque essai, le sujet voit un écran de ce type-là ou de ce type-là, donc zone visible ou zone invisible. Il doit juger où se trouve le carré, choix forcé, une chance sur 4, et ensuite, il décide d'un jugement de confiance. Est-ce que j'ai confiance dans ma réponse ou pas? Et on le force à utiliser toute l'échelle de 1 jusqu'à 10. Eh bien, les résultats intéressants, c'est que dans les deux cas, visibles ou invisibles, les performances sont à peu près équivalentes, ne sont pas différentes, et elles sont bien meilleures que le hasard. 75% correct ici et à peu près 70% ici à droite. Mais dans le cas de droite, le jugement de confiance est absolument impossible. Donc ici à gauche, vous voyez qu'il y a une très belle corrélation entre la confiance du sujet, qui est sur l'axe horizontal, et le pourcentage de réussite dans la tâche primaire, qui est la détection de la zone qui se détache du fond. Donc plus le sujet dit avoir confiance, plus son taux de réussite augmente. C'est ce qu'on attend, et ça montre bien, de façon très quantitative ici, à quel point ce jugement de confiance peut être authentique. Il est vraiment très proche des performances des sujets. Par contre, dans la situation de droite, aucune corrélation. C'est très intéressant, c'est-à-dire que le sujet réponde 10, j'ai grande confiance dans mes jugements, ou 1, je n'ai aucune confiance, vous voyez que la performance reste à peu près la même, aux alentours de 70%, et si quelque chose, elle plonge même pour les scores les plus élevés. Donc, de façon très curieuse, à droite, le sujet répond mieux que le hasard, il arrive à localiser beaucoup mieux que le hasard est 25% ici, où se trouve la zone cible, mais il n'arrive pas à savoir qu'il sait. Il n'a aucune confiance dans sa réponse. Je crois que je vais passer cette diapositive, mais simplement pas les conclusions. Donc, les auteurs concluent qu'ils ont une situation de vision aveugle dans laquelle, dès que la confiance monte, les essais corrects excèdent les essais incorrects. Excusez-moi, pardon, je m'embrouille un tout petit peu. Dans les essais visibles, il n'y a pas de vision aveugle, il y a une corrélation entre performance de jugement de confiance et réussite. Donc, dès que la confiance monte, les essais corrects excèdent en nombre les essais incorrects, c'est ce que montre cette courbe ici. Dans les essais invisibles, il n'y a aucune corrélation, et donc la courbe ROC est le long de la diagonale pour les spécialistes. Voilà. Donc, on a cette situation, et d'autres dans la littérature, notamment dans le travail de Perso et al., dont j'avais parlé dans le cours de l'an dernier, qui montrent qu'il y a un certain nombre de cas où notre confiance se détache de la performance primaire. Et ça n'est pas prédit par la théorie de Galvin. Ça suggère que nous utilisons pour le jugement de second ordre des informations qui ne sont pas toujours les mêmes que les informations de premier ordre. Autrement dit, nous n'avons pas toujours accès aux informations sensorielles qui pourtant nous permettent de répondre mieux que le hasard.
Il y a une deuxième situation ici, dans l'article de Kolb et Brown, où ils répliquent exactement les mêmes résultats, avec une situation de rivalité binoculaire, où cette fois-ci la cible est définie par vous voyez, l'orientation de petits gabors, donc ces petites droites orientées locales, et ici elles sont perpendiculaires au fond. Lorsque les deux yeux reçoivent la même information, c'est très facile de voir cette zone se détacher du fond. Lorsque par contre les deux yeux reçoivent des informations contradictoires, c'est que vous voyez que chaque orientation à gauche, il y a l'orientation perpendiculaire dans l'autre œil à droite ici, eh bien l'information devient essentiellement invisible, d'après Kolb et Brown. Le sujet dit « je ne vois plus la cible ». Il continue de répondre beaucoup mieux que le hasard, mais sa confiance disparaît totalement dans sa réponse. Donc ici, on a l'impression d'une situation où les sujets n'ont confiance dans leur réponse que lorsqu'ils voient. Il y aurait une corrélation excellente entre la confiance et la conscience du stimulus. Bon, le problème avec cet article, c'est que, je pense que certains d'entre vous le savent, il n'a pas été répliqué. Et c'est une situation évidemment expérimentale particulière où un article dans Nature, il paraît qu'il y en a beaucoup, à vrai dire, dans ces revues de haut niveau, ne sont pas toujours répliqués et on se retrouve dans une situation un peu d'ambiguïté ici. Il y a donc un article de Morgan et collaborateurs, juste 2 années plus tard, qui réplique au sens strict les expériences, c'est-à-dire qui refait les mêmes expériences, qui ne trouve pas les mêmes résultats. Ce qu'il trouve, vous voyez sur ces graphes, avec plusieurs réplications différentes. Ici, ce sont les données individuelles, ici, ce sont les moyennes dans 2 réplications. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a une corrélation excellente entre la confiance des sujets dans leurs réponses, donc la réponse de type 2, et la réponse de type 1, qui est le pourcentage de réussite à la tâche primaire. Donc, et les points blancs et les points noirs représentent les conditions d'invisibilité et de visibilité. Vous voyez qu'il n'y a pas de dissociation entre les deux. Donc, Morgan et al. Disent non, Kolb et Brown se sont complètement trompés. Il n'y a pas de dissociation ici. Dès que les sujets ont de l'information qui permet de guider leur réponse primaire, leur réponse objective, ils ont aussi de l'information de confiance dans leur réponse. Et ils essaient d'expliquer pourquoi les résultats de Kolb et Brown n'ont pas pu être répliqués. La première chose qu'ils disent, c'est que l'expérience est vague, mais n'est certainement pas non consciente. Bon. Ça, je trouve que c'est intéressant, mais c'est peut-être pas forcément le cas de l'expérience d'origine de Kolb et Brown. Donc on est dans une situation un petit peu d'incertitude. En tout cas, dans la réplication qui est proposée par Morgan, il n'y a pas de dissociation ici. Il n'arrive pas à trouver une situation de complète non-consciente. Je dois dire que pour avoir expérimenté avec ce genre de stimuli, je pense que c'est Morgan et collaborateurs qui ont raison. C'est-à-dire qu'il y a souvent, c'est très difficile de faire disparaître complètement l'impression de savoir. Et c'est probable ici que les sujets ont une impression d'avoir vu quelque chose. Le deuxième point qui est intéressant que Morgan et al. Donc introduisent comme critique de l'article d'origine, c'est que les sujets avaient été forcés d'utiliser l'échelle de confiance. Et dans la mesure où ils ne voient pas, il est très probable qu'ils n'avaient aucune envie d'utiliser le niveau 10, qui veut dire j'ai une très grande confiance dans ma réponse, mais on les forçait d'utiliser toute l'échelle. Alors, d'après Morgan et collaborateurs, ça peut être une situation où le sujet, ayant été forcé de faire quelque chose qui, en fait, ne correspond absolument pas à son introspection, se met à répondre complètement au hasard. Et ils font une observation qui me paraît très juste, c'est que c'est tout à fait étrange dans la situation de Kolb et Brown, dans l'article de départ, on peut revenir à cette courbe ici, c'est tout à fait étrange qu'il existe des situations où le sujet accepte de répondre « j'ai une grande confiance dans ma réponse » et néanmoins soit au niveau ne fasse pas mieux, et en fait est plutôt une décroissance de leur performance. C'est assez peu crédible. Et ça sous-entend que les sujets ont peut-être tout simplement répondu de façon complètement aléatoire et ne sont pas forcés, en quelque sorte, à extraire l'information introspective dont pourtant ils disposaient. Bon, alors la saga continue et d'autres expériences se penchent sur cette dissociation entre degré de confiance et performance. Et il y a un article important dans cette quête, c'est l'article de Kunimoto et collaborateurs, qui donc réexaminent cette question avec des méthodes assez fines. Ils introduisent en fait, et j'ai été surpris en lisant cet article de 2001, de voir qu'ils introduisaient déjà le jugement de type 2, donc le jugement de confiance dans sa réponse, sous forme d'un pari financier. On demande au sujet de prendre des risques et d'essayer de gagner de l'argent. À chaque essai, le sujet répond à la tâche 1, en l'occurrence la tâche 1, c'est essayer de deviner
quel mot a été présenté de façon masquée, donc de façon extrêmement brève et suivi d'un masque. Et immédiatement après sa réponse, à chaque essai, le sujet peut utiliser un jeton rouge ou un jeton vert pour essayer de gagner de l'argent. Vous voyez que s'il utilise le jeton vert, il prend plus de risques, il va gagner plus si sa réponse est correcte, il va gagner moins, il va perdre plus, s'il fait une erreur. Alors que s'il utilise le jeton rouge, eh bien, c'est une réponse plus conservatrice en quelque sorte, il prend moins de risques, il va gagner un petit peu et perdre un petit peu. Ce qui est quand même tout à fait étonnant, hein, c'est que cet article est une anticipation complète de l'article de Perso et collaborateurs qui est paru dans Nature Neuroscience 2007 et qui n'est pas du tout cité dans l'article de 2007. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de voir comment la littérature évolue de façon un petit peu darwinienne, branchante comme ça. Et quelque part, nous étions nombreux, je pense, à avoir raté cet article de Kunimoto et collaborateurs qui déjà présentait cette notion d'un pari. Ce qui est intéressant avec le pari, c'est que quelque part, on est dans une situation de motivation maximale peut-être de la part du sujet. Le sujet est motivé à essayer d'exploiter le maximum d'informations dont il dispose pour essayer de répondre à ce jugement de confiance. Et le jugement de confiance est passé en quelque sorte sous le masque d'un jugement de pari. Alors, dans ces conditions, Kunimoto montre une dissociation faible mais significative entre les performances de type 1 et les performances de type 2. On peut regarder ce graphe rapidement. Dans ce graphe, vous avez la performance, c'est l'inverse des graphes précédents, vous avez la performance objective du sujet qui est sur l'axe ici des X, et vous avez l'estimation de la part du sujet, donc subjective, introspective, qui est sur l'axe des Y. Et la situation de pari figure dans le diagramme de droite ici, et ici à gauche, c'est une situation qui correspond un petit peu plus au cours de la semaine dernière, où le sujet essaye d'estimer, après un bloc d'essai, le pourcentage de réussite. Donc c'est son pourcentage de réussite estimé qui est ici à la verticale. Le premier point qui est fait par Kunimoto et collaborateurs, c'est que la méthode de pari semble beaucoup plus sensible, effectivement. C'était l'idée, c'était de motiver les sujets à chaque essai, de donner de l'information à chaque essai. Eh bien, on voit que le pari de type 2, ici, est pas mal corrélé avec la performance de discrimination. Alors qu'ici, vous voyez qu'il y a toute une zone où les performances des sujets, les performances objectives augmentent, et pourtant, subjectivement, le sujet dit non, je réponds au hasard, je vais faire 25% correct, 25% correct. Et c'est seulement quand la performance objective atteint à peu près 60% ici qu'on commence à voir décoller l'introspection des sujets. Donc ça nous montre bien que c'est important, ces aspects méthodologiques. Il faut avoir des méthodes qui mesurent le plus possible, essai par essai, et en motivant la personne pour donner une introspection maximale. Donc ici, on voit que même lorsqu'elle est à 30%, 40% correcte, ces réponses introspectives commencent à décoller. Bon, le nuage de points est assez flou, donc c'est assez difficile de dire exactement quel est le seuil, mais enfin, le sujet dispose d'une introspection dont il ne semblait pas disposer à gauche. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'interprétation de Kunimoto. Ils disent « Ah bah, on a une meilleure mesure de conscience ». Et en fait, les sujets étaient conscients. Et alors qu'ici, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas conscients. Non, je trouve que là, c'est totalement circulaire. Ils n'ont pas mesuré la conscience du sujet. Ils n'ont pas demandé au sujet est-ce que vous avez vu ou pas le mot masqué. Ils ont demandé un pari. Et si on reprend mon introduction, c'est pas évident que faire mieux que le hasard quand on parie, ça ne peut pas être réalisé sur une base non consciente. Donc le jugement de Kunimoto, c'est de dire si le pari est bon, le sujet était conscient. Il me semble que dans toute cette zone, ce n'est pas du tout évident. Le sujet fait 40% correct, il parie un petit peu mieux que le hasard. Est-ce que ça veut dire qu'il était nécessairement conscient des stimuli ? Alors, Kunimoto présente d'autres expériences, Kunimoto, Miller et Pachler. Il montre qu'effectivement, il existe une toute petite zone. Dans le masquage, on manipule, vous savez, le délai entre le mot et le masque qui vient ensuite. Et là, le délai est de 19 millisecondes versus 23 millisecondes, c'est-à-dire qu'à 19 millisecondes, le sujet répond mieux que le hasard pour la tâche primaire, il est capable de faire mieux que le hasard pour dire de quel mot il s'agissait, mais il n'est pas capable de faire mieux que le hasard dans la tâche secondaire, le pari. Et à 23 millisecondes, il commence à être capable de faire les deux en même temps et en parallèle. Alors cette dissociation est vraiment minuscule. Bon, elle existe dans d'autres tâches, et notamment dans l'article de Perso qui vient ensuite, il montre à mon avis des dissociations beaucoup plus convaincantes, qui montre qu'effectivement, on peut trouver une petite zone où les performances de type 2 n'ont pas encore décollé, alors que les performances de type 1 sont meilleures que le hasard.
Et ça nous montre bien que la théorie de Galvin n'est pas complètement suffisante, c'est-à-dire qu'il existe des situations où je fais mieux que le hasard, mais je ne le sais pas. Et je n'ai aucune information introspective sur cette question. Par contre, le papier de Kunimoto, contrairement à ce qu'il prétend, hein, ne pose en aucune manière la question de la conscience. Il a dans ce domaine un raisonnement circulaire qui dit le pari mesure la conscience, mais il ne teste jamais cette hypothèse. Alors, pour avoir un test de cette hypothèse, il faut arriver à un article beaucoup plus récent, l'article Canaille et collaborateurs, qui, cette fois-ci, va mesurer effectivement les dissociations entre la visibilité, la confiance dans sa réponse et la performance objective. En plus, il présente une situation théorique très intéressante. Je vais peut-être passer directement aux paradigmes expérimentaux, d'abord pour que vous compreniez ce qu'ils font. Hein. Ils vont utiliser 6 paradigmes différents pour rendre des stimuli pratiquement invisibles et jouer avec cette frontière entre le visible et l'invisible. Pratiquement, ils exploitent, sinon la totalité, disons une très large fraction des paradigmes que je vous avais présentés dans les cours des années précédentes qui permettent de manipuler la conscience d'une information. Donc on retrouve par exemple le masquage rétrograde, on flash une information et ensuite il y a un masque. On retrouve la manipulation du contraste pur, on diminue le contraste du stimulus, la suppression par un flash, le clignement attentionnel, l'incertitude spatiale sur la position d'un stimulus, etc. Vous voyez néanmoins qu'il y a 2 lignes dans ce diagramme parce qu'il manipule une cécité d'origine perceptive, c'est le stimulus qui est limité, ou une cécité d'origine attentionnelle. Le sujet n'a pas le temps ou la possibilité d'orienter son attention vers le stimulus. Alors, à travers ces 6 paradigmes, ils vont faire exactement les mêmes choses dans tous les cas. Demander au sujet d'abord de rapporter objectivement le plus possible, en essayant de deviner est-ce qu'il y avait présence ou absence d'un stimulus, par exemple derrière le masque ou pendant cette période de clignement attentionnel. Donc détection, tâche de niveau 1. Et puis dans un deuxième temps, il demande le degré de confiance associé à cette réponse. Et en l'occurrence, ils utilisent une échelle à 3 niveaux, bas, moyen, haut. Et donc ça va leur permettre de juger avec la réponse 1, est-ce que le sujet a vu ou pas le stimulus, et avec la réponse 2, quel est son degré de confiance dans cette réponse. Ils ont une théorie derrière cette idée de tester 6 conditions expérimentales différentes. Leur théorie est liée à celle que j'ai moi-même développée et qui fait cette distinction entre conscient, préconscient et subliminal. Vous vous souvenez que dans le cours de l'année précédente, on avait introduit cette notion qu'il y a finalement au moins 2 manières de rendre les choses invisibles. L'une qui est de limiter les entrées sensorielles, donc malgré tous les efforts attentionnels que l'on peut faire pour essayer de voir un stimulus masqué, lorsqu'il est suffisamment masqué, vous ne le voyez pas simplement parce que l'entrée sensorielle est insuffisante. Mais il y a une deuxième manière de rendre les choses invisibles, qui est une cécité attentionnelle, c'est de distraire temporellement l'attention du sujet, de sorte que le stimulus, lui, a suffisamment d'énergie, a suffisamment d'intensité, mais parce que le sujet est temporellement distrait, il ne peut pas le voir. C'est ce qui est illustré ici dans ce diagramme un petit peu, phénoménologique. Un stimulus préconscient est un stimulus qui aurait assez de force pour rentrer dans l'espace de travail conscient, mais qui est bloqué parce qu'il y a déjà un autre stimulus qui y a accédé, et à ce niveau central, on ne peut pas traiter 2 opérations simultanément. Alors, l'idée de Canaille, c'est que cette distinction est extrêmement importante. C'est elle qui va prédire si le sujet a une introspection ou pas. Lorsque la cécité est d'origine attentionnelle, le sujet pourrait avoir une introspection. Pourquoi ? Parce qu'il peut savoir s'il a fait attention ou pas. L'attention est un phénomène d'origine centrale, et donc le sujet pourrait juger de sa propre attention et utiliser ça pour modifier son jugement de confiance. Et alors c'est exactement ce qu'il trouve. Je dois d'abord introduire la mesure qu'ils utilisent. C'est pratiquement la même que celle dont j'ai parlé au départ, le jugement de type 2. Il y a une toute petite nuance, c'est qu'ils appliquent cette théorie du jugement de type 2 uniquement aux essais invisibles. Et donc ils appellent leur nouvel indice Subjective Discrimination of Invisibility, SDI. L'idée, c'est que, évidemment, ce n'est effectivement que les essais subjectivement invisibles qui nous intéressent dans cette situation. C'est là que c'est le plus intéressant. Ces essais-là, le sujet a dit il n'y avait pas de stimulus, et ce qu'on voudrait savoir, effectivement, c'est est-ce que néanmoins, il a une notion de confiance dans sa réponse. Alors, avec cette mesure, qui est rapportée dans le diagramme de droite ici, et qui est issue des courbes ROC pour chacune des 6 conditions de stimulation, eh bien, on voit que les sujets ont une introspection du jugement de confiance
qui est meilleur que le hasard exclusivement dans les situations de cécité attentionnelle. Dans les situations de cécité perceptive, où ce sont les données qui manquent pour prendre conscience d'un stimulus, eh bien, le sujet n'a pas d'introspection et n'est pas capable de juger de sa confiance. Sa confiance n'est pas reliée, si vous voulez, à sa réponse de type 1. Là, j'ai oublié de vous dire, c'est un point important, que la performance de type 1 est toujours meilleure que le hasard, dans les 6 situations. Donc il se place dans une situation où la réponse objective est meilleure que le hasard, mais dans les 3 situations de manipulation perceptive des stimuli, le sujet n'a aucun degré de confiance dans sa réponse. Dans les 3 situations de jugement attentionnel, le sujet a un bon degré de confiance dans sa réponse. Alors, que peut-on conclure de cette étude? Plusieurs points importants. D'abord, cette étude confirme qu'il existe des conditions de type masquage, flash suppression par exemple, des situations de masquage perceptif ou de limitation perceptive dans lesquelles la performance primaire objective peut être supérieure au hasard et la confiance peut être complètement nulle. Bon, c'est la situation un petit peu attendue. C'est une dissociation classique, je dirais. Lorsqu'on n'a pas conscience d'une information, c'est la situation la plus naturelle, c'est qu'on n'a pas non plus confiance dans sa réponse. Néanmoins, alors d'abord, ces résultats ne peuvent pas s'expliquer, ça correspond à la ligne, je vous montrais tout à l'heure, faux de la diapositive de la théorie de Calvin, c'est-à-dire que ces résultats ne rentrent pas dans le cadre de cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une réponse de type incorrect, il y a possibilité d'avoir confiance dans sa réponse. Ici, on voit que le jugement de confiance semble être issu d'un système cérébral. On reviendra là-dessus quand on parlera des mécanismes cérébraux, mais le jugement de confiance semble être issu d'un système cérébral qui n'est pas le même que celui qui fait le jugement primaire et qui n'est pas informé des mêmes données que celui qui fait le jugement primaire. Sinon, on devrait toujours faire mieux que le hasard. Deuxièmement, Canaille et collaborateurs, à ma connaissance, sont les premiers à dissocier complètement les 3 paramètres, la réponse de type 1, la réponse de type 2 et la visibilité. Enfin, c'est un peu astucieux leur expérience, puisque visibilité et réponse de type 1 sont la même chose. Mais leurs résultats montrent, en analysant exclusivement les essais où le sujet lui-même, à l'essai en question, a dit « je n'ai pas vu », eh bien, ils montrent que le jugement de confiance peut encore être meilleur que le hasard. Donc nous avons la réponse à notre question de départ. Il peut y avoir des phénomènes métacognitifs, un jugement de 2e ordre dans le cerveau, sans conscience du stimulus qui y a conduit. Dans les conditions d'invisibilité, mais uniquement celles liées à l'attention, les participants modulent correctement leur confiance en fonction de leur performance, même s'ils n'ont pas perçu le stimulus. C'est un peu surprenant, mais ça veut dire que le jugement de confiance n'est pas identique au jugement de visibilité. On ne peut pas confondre les 2 jugements. Et en particulier, ce n'est pas parce que le sujet a une certaine confiance authentique dans sa réponse qu'on peut considérer qu'il a vu le stimulus. Il est intéressant de se demander comment le sujet fait pour avoir une certaine confiance dans la réponse à un stimulus qu'il n'a même pas vu. En réalité, ce que proposent Canaille et collaborateurs, c'est que le sujet ne juge pas nécessairement le stimulus lui-même, mais juge de son propre état attentionnel, avant le stimulus ou pendant le stimulus. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que la confiance résulte peut-être toujours d'un calcul conscient, mais un calcul conscient qui n'est pas sur le stimulus, mais qui est sur mon propre état. Vous voyez. Si je sais qu'à un essai donné, je ne faisais pas attention, j'ai été distrait par quelque chose, évidemment, je vais baisser la confiance dans ma réponse, même si, à cet essai-là comme aux autres, je n'ai toujours pas vu le stimulus. Donc, résultats qui sont intéressants, mais qui... avec ce dernier bémol, ici, le fait que ça peut toujours résulter d'un calcul conscient ne résolve pas complètement la question. On peut toujours se poser la question de savoir s'il existe des processus complètement non conscients et qui néanmoins méritent le label de métacognition dans la mesure où ils qualifient d'autres systèmes cérébraux. Alors, je voudrais maintenant, dans la dernière partie de ce cours, parler de la détection d'erreurs, qui me paraît un exemple extrêmement intéressant et peut-être beaucoup plus caractéristique, aussi plus facile à comprendre, parce que je m'excuse de la complexité de ces discussions, mais dans lequel il y a effectivement déclenchement d'un système de détection d'erreurs sans conscience de la part du sujet. Il y a un article tout récent de Logan et Crum qui vient de paraître dans Science en 2010, il y a un mois, qui porte sur ce sujet et qui étudie une situation intéressante, c'est la situation où on tape à la machine.
Alors, je ne sais pas si vous tapez à la machine avec tous vos doigts, c'est un talent qui est très utile, mais quand vous avez automatisé cette compétence, eh bien, vous avez parfois l'impression que vos mains ont des connaissances que votre cerveau n'a plus, en tout cas votre cerveau conscient. Et j'ai trouvé cette image sur Internet, je trouve qu'elle reflète assez bien ce qui se passe. On a l'impression d'avoir plusieurs mains qui font des choses qu'on ne maîtrise plus. Hein. Eh bien, Logan et Crum proposent qu'en fait, il y a deux niveaux de traitement dans cette tâche. Il y a un niveau qu'ils appellent la boucle externe, qui est un système de haut niveau, conscient, qui sélectionne les mots, hein, on sélectionne le message, on sait ce qu'on veut taper, et on vérifie que le bon message a été tapé. Mais ils pensent qu'il y a un deuxième niveau, qui s'appelle la boucle interne, qui vérifie les détails de la performance motrice. C'est-à-dire qu'une fois qu'un mot a été choisi, mes doigts doivent évidemment taper sur les bonnes touches, et il y aurait là un système très automatique qui regarde si le comportement dévie de la réalité. Donc le premier système serait sensible aux informations visuelles, retour visuel, et le deuxième aux informations tactiles et kinesthésiques qui viennent du retour que je peux avoir sur ma motricité. Alors l'expérience qu'ils font est très astucieuse. Ils ont conçu un programme dans lequel la personne tape des mots et, sans qu'elle le sache, à une petite fraction des essais, le programme soit introduit des erreurs artificielles, soit au contraire corrige des erreurs que le sujet a faites. Le sujet est induit à taper rapidement. Vous savez, quand on tape rapidement, on finit toujours par faire des erreurs. Je pense d'ailleurs, introspectivement, on se rend compte que parfois les doigts ont corrigé l'erreur avant même qu'on ait pris conscience de l'erreur. Mais c'est ça qu'ils testent. Donc, ils vont, à certains essais, introduire des erreurs artificielles, à d'autres essais, corriger des erreurs que le sujet a faites, mais sur l'écran, elles n'apparaissent pas. Donc, ils maîtrisent totalement la boucle et ils maîtrisent ce que le sujet va voir. Le sujet va voir soit ses propres erreurs, correctes, c'est la réalité, si on peut dire, de son erreur, soit il va voir une erreur qu'il n'a pas faite, soit il va voir un mot correct alors qu'en fait il avait fait une erreur. Voilà, alors ça peut être fait avec un programme suffisamment rapide pour que le sujet ne s'en aperçoive pas, évidemment. Donc dans la situation expérimentale, c'est très simple parce qu'on sait exactement quel est le mot que le sujet doit taper. On lui donne un mot à taper et donc on peut le corriger. Alors, dans cette situation, il prouve qu'il existe de multiples détections d'erreurs, certains conscients et d'autres non conscients. Une mesure classique du traitement de l'erreur, c'est le ralentissement après une erreur. Typiquement, à l'essai suivant de n'importe quelle tâche cognitive, lorsque vous avez fait une erreur, l'essai suivant, vous ralentissez. Et dans cette situation, ils observent effectivement ce ralentissement. Donc vous avez, ici c'est touche par touche, hein, donc la touche où le sujet s'est trompé et le temps de réponse pour la touche suivante. Et alors vous voyez qu'il y a un ralentissement après une erreur. Mais si on regarde les différentes conditions expérimentales, maintenant on peut savoir est-ce que c'est une erreur réelle ou est-ce que c'est une erreur introduite par le programme qui compte. Et on voit que ce qui compte pour ce ralentissement, ce n'est pas ce que le sujet voit, c'est ce que le sujet a fait, c'est ce que ses doigts ont fait. Dès que le sujet a tapé sur une mauvaise touche, eh bien, il y a un ralentissement, que le programme affiche la lettre correcte ou pas. Donc, les erreurs non corrigées qui sont ici en triangle et les erreurs corrigées conduisent toutes les deux à un ralentissement, alors que les essais corrects où le programme a inséré une erreur, il n'y a pas de ralentissement. Donc ce niveau-là, celui qui décide qu'il faut ralentir parce que je suis en train de faire une erreur, il n'est pas sensible à la vision, il est sensible au caractère objectif de l'erreur motrice. Par contre, ce que dit le sujet est complètement différent. Le sujet, lui, est sensible au niveau conscient à la vision que lui a donné le programme. Et donc, il s'attribue les erreurs qui ont été introduites par le programme. Donc là, vous avez les 4 types d'essais et vous avez ce que le sujet a dit. Je pense que j'ai fait une erreur, je pense que j'ai répondu correctement. Eh bien, ce que le sujet dit est pratiquement déterminé par le programme informatique et non pas par la réalité de l'erreur. Vous voyez que lorsque le sujet répond correctement, il dit « j'ai répondu correctement ». Lorsque le sujet a fait une erreur, pratiquement, il détecte toutes ces erreurs. Hein. Lorsque le programme a inséré une erreur, vous voyez qu'une fraction très importante des essais, pratiquement 70% des essais, le sujet dit « j'ai fait une erreur, c'est moi qui me suis trompé ». Et lorsque le programme corrige son erreur, vous voyez que 80% du temps, le sujet dit bah, « j'ai répondu correctement ». Il ne se rend pas compte de la manipulation dont il fait l'objet, et ça nous montre bien qu'il y a 2 systèmes dissociés de détection d'erreurs, l'un fondé sur la vision, l'autre fondé sur la motricité. Alors, dans les expériences suivantes, les auteurs montrent que les résultats ne changent pas si on informe le sujet convenablement de cette situation.
On peut dire à la personne, vous savez, le programme de temps en temps, il ne marche pas bien, il introduit des erreurs, ou au contraire, la lettre n'est pas la bonne. Vous allez essayer de nous dire si vous pensez qu'à un essai donné, le programme a inséré une erreur ou le programme a corrigé une erreur. Donc cette fois-ci, les réponses du sujet sont catégorisées de façon beaucoup plus fine, dans ces 4 catégories de réponses possibles. Et bien néanmoins, la réponse qui domine, c'est la réponse, notamment dans le cas où les erreurs sont corrigées par le programme, ici, c'est peut-être pas dominant, mais c'est à peu près la moitié des réponses. Le sujet dit « oui, j'ai répondu correctement ». Il ne se rend pas compte que ce n'est pas lui qui a répondu correctement, c'est le programme qui a corrigé l'erreur. Bon, le sujet détecte quand même, un certain nombre de cas, la manipulation quand il est prévenu. Mais vous voyez qu'il reste encore pas mal d'essais où le sujet s'attribue des erreurs, plutôt des réponses correctes qu'il n'a jamais faites. Et vous voyez que ça ne change absolument rien pour ce qui est de la réponse un peu implicite, qui est le ralentissement après une erreur. Donc il y a bien une espèce de dissociation complète ici, double dissociation. Donc ce type de phénomène nous suggère qu'il existe des systèmes de détection d'erreurs capables de ralentir après une erreur qui sont complètement non conscients. Et quelques secondes plus tard, le sujet va dire « non, je n'ai pas fait d'erreur ». Ça corrobore totalement certains résultats dont on avait déjà parlé, qui sont liés à l'électrophysiologie de l'erreur. Je vous avais déjà parlé, je pense que c'était il y a 2 ans, de ce phénomène classique qui s'appelle la négativité liée à l'erreur, qui est un phénomène électrophysiologique massif que l'on observe dans une tâche de temps de réaction lorsque le sujet clique sur le mauvais bouton et dans des circonstances où il peut savoir qu'il a cliqué sur le mauvais bouton. Immédiatement après avoir appuyé sur le bouton, donc 64 millisecondes ici dans cet exemple un petit peu ancien, après avoir appuyé sur le mauvais bouton, vous voyez qu'on enregistre au niveau du scalp, au niveau, disons, des régions frontales ici, de la ligne médiane, une énorme négativité de plusieurs microvolts, très facile à mesurer, qui survient alors que le sujet a fait une erreur et qui ne survient pas lorsque le sujet a répondu correctement. Ensuite, vous voyez qu'il y a une grande positivité centrale ici. Eh bien, on pense que ces ondes sont liées à la détection de l'erreur et à l'implémentation de corrections dans le programme. On ne sait pas encore très bien exactement à quel niveau. Et la question, c'est est-ce qu'on peut se servir de cette réponse, la négativité liée à l'erreur, pour voir s'il existe effectivement une réponse de détection d'erreur sans conscience. Alors, je voudrais d'abord dire que c'est effectivement une situation métacognitive. Il existe des données assez belles, dues à Schaeffer et Coles en 2000, qui montrent que la taille de cette négativité liée à l'erreur corrèle avec la subjectivité, le degré de confiance des personnes. Donc, ici, il s'agit d'une tâche classique qui s'appelle la tâche des flankers d'Eriksen. Le sujet doit détecter une lettre centrale. C'est un petit peu comme l'encombrement de tout à l'heure. Là, il doit essayer de décider si la lettre centrale est un H ou un S, et on entoure ces lettres d'autres lettres distractrices. Dans cette situation, on fait beaucoup d'erreurs. Et ici, à chaque essai, il demande au sujet une réponse objective. Et ensuite, est-ce que vous pensez que vous avez répondu correctement ? Vous n'êtes pas sûr, mais sans doute correctement. Vous n'avez aucune idée. Vous n'êtes pas sûr, mais sans doute incorrect. Ou vous êtes sûr d'avoir répondu de façon erronée. Donc un jugement de confiance sur une échelle à 5 niveaux. Et on voit ici que, indépendamment de la réponse objective, il y a une modulation subjective de cette réponse cérébrale, qui est très intéressante. Vous voyez que ici, c'est la réponse objective. Donc ici sont les essais où il y a effectivement eu une erreur, et ici sont les essais où il y a eu une réponse correcte. On voit qu'en moyenne, effectivement, le RN, donc c'est cette négativité en microvolts ici, est plus intense quand il y a eu une erreur objective que quand il y a eu une réponse correcte. Mais à l'intérieur de chacun de ces panneaux, vous voyez que la modulation par la subjectivité est absolument massive. Un petit peu à l'intérieur des erreurs, donc quand le sujet n'est pas sûr d'avoir fait une erreur, le RN est plus petite, mais surtout à l'intérieur des réponses correctes. Si le sujet a fait une réponse correcte mais qu'il pense qu'il a fait une erreur, vous avez une ERN absolument massive. Donc il y a bien un lien très étroit entre l'impression d'avoir fait une erreur et l'obtention de cette réponse cérébrale de RN. En fait, le RN reflète, d'après cette étude, une sorte de mélange de propriétés objectives et subjectives. Alors ensuite, est-ce qu'elle peut être obtenue de façon non consciente ? Eh bien, il y a un paradigme magnifique qui le montre, c'est le paradigme d'antisaccade. C'est une situation dans laquelle on arrive à éliciter des erreurs non conscientes. Et comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on présente des cibles au sujet
et le sujet doit déplacer ses yeux vers l'une de ses cibles. La cible vers laquelle il doit déplacer ses yeux, c'est celle qui est à l'opposé de celle dans laquelle un disque apparaît. D'accord ? Donc si le disque apparaît ici, je dois déplacer mes yeux vers la case opposée. Et on introduit un petit peu de confusion dans l'esprit du sujet en flashant en plus l'une des cases qui peut être la bonne, et vous voyez qu'il peut ainsi induire le sujet en erreur parce qu'il peut essayer d'aller de l'autre côté. Donc dans cette situation-là, on observe énormément d'erreurs et on demande à chaque sujet de dire à chaque essai, est-ce que vous pensez que vos yeux sont allés directement vers la bonne case, opposée donc à la cible, ou bien est-ce que vous pensez que vous avez fait une erreur, c'est-à-dire que vos yeux ont commencé à aller du mauvais côté, puis ensuite ils sont revenus du bon côté. Eh bien, cette procédure donc permet de séparer les essais corrects, les erreurs qui ont été perçues par le sujet, mais de façon cruciale, les erreurs qui n'ont pas été perçues par le sujet. Et ça, c'est un point très important. Il y a toute une série d'erreurs où, objectivement, c'est ce qu'on voit sur ces traces ici, le regard du sujet se dirige dans la mauvaise direction et ensuite se dirige dans la bonne direction. Mais à la fin de l'essai, le sujet dit « Non, non, mes yeux sont allés directement vers la bonne cible. » Donc, c'est une situation d'erreur non perçue. Eh bien, le résultat électrophysiologique, c'est que la négativité, l'ERN, la détection automatique par le cerveau de l'erreur, est présente que le sujet ait conscience de son erreur ou qu'il n'ait pas conscience de son erreur. Donc c'est le même résultat que le papier de Science récent. Le mécanisme de détection d'erreur, alors ici on voit cette négativité, se déclenche dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a une déviation du programme moteur de celui que l'on souhaite, et ce, que le sujet dise avoir perçu son erreur ou pas. Donc vous voyez que la négativité ici, qui est présente sur 3 électrodes différentes, PZ, CZ, FZ, est exactement dans cette expérience de la même intensité, juste après la réponse, qui est marquée 0 ici, que le sujet ait perçu son erreur, qui est en pointillé, ou que le sujet n'ait pas perçu son erreur, qui est en trait continu. Donc on est dans une situation où, de façon extrêmement nette, et à mon avis beaucoup plus nette que dans les jugements de confiance dont j'ai parlé dans la première partie du cours d'aujourd'hui, eh bien, on peut avoir déclenchement de systèmes de critique par une région cérébrale de ce qui a été fait par les autres, et ceci de façon totalement non consciente. Donc on a bien métacognition sans conscience. De façon intéressante, l'onde cérébrale ultérieure, qui ressemble à une P300, mais un peu plus tardive, qu'on appelle la PE, qui est une onde positive centrale, semble, elle, indexer la conscience qu'a le sujet de son erreur. Donc il y aurait bien une dissociation entre 2 étapes, une précoce non consciente et une tardive consciente dans le traitement de l'erreur. Bien. Je voulais vous parler d'autres paradigmes, mais je pense qu'il est un petit peu tard et ma voix est en train de faiblir. Et donc je passe sur des expériences récentes et intéressantes qui vont dans le même sens. Et j'en viens à ma conclusion pour le cours d'aujourd'hui. Je pense que nous avons vu, en réalité, qu'au moins 3 mécanismes, dont 2 non conscients, sont à l'œuvre dans les jugements métacognitifs de confiance et d'erreur. Premièrement, à chaque fois que nous traitons un aspect du monde extérieur, une estimation élémentaire de l'incertitude accompagne ce jugement perceptif. En tout cas, peut accompagner ce jugement perceptif. Ça, c'est ce qui est montré par la théorie de Galvin, et on a vu un certain nombre d'exemples de cette situation. Et il se pourrait, en fait, que chaque aire cérébrale code à la fois le stimulus le plus probable, celui qui explique le mieux les entrées sensorielles, ou dans le cas des régions motrices, la réponse la plus probable, la réponse la plus appropriée, celle qui va conduire au plus grand renforcement, et en même temps, l'incertitude associée à cette estimation. Et en fait, dans le cadre de la théorie bayésienne des opérations cérébrales, c'est quelque chose de très facile à comprendre. On code à la fois le pic, c'est-à-dire ce qui correspond à la meilleure estimation possible, mais la distribution qui nous donne l'incertitude associée à cette estimation. Et en fait, il y a un certain nombre de modèles de traitement de l'information dans le cerveau. Je pense que je ferai mon cours l'année prochaine sur ces modèles bayésiens de traitement de l'information dans le cerveau, dans lesquels toute la distribution de probabilité associée, donc toute l'incertitude, est codée par le cerveau. J'ai parlé du travail de Galvin, qui aborde cette question, mais si vous êtes intéressé par ces sujets, vous pouvez aller voir le travail en particulier d'Alex Pouget, de Sophie Denève, Pascal Mamassian, tous des Français, Sophie Denève et Pascal Mamassian sont des Parisiens, et beaucoup d'autres encore, qui vraiment font des travaux à la fois théoriques et pratiques qui vont dans ce sens, qui suggèrent que chaque aire cérébrale
réalise un jugement d'incertitude et pas seulement un jugement d'optimalité de la perception. Donc ça, c'est un premier niveau. Et à ce niveau-là, on peut imaginer qu'il y ait vraiment un caractère extraordinairement distribué de l'information d'incertitude. Deuxièmement, il existe des systèmes automatisés de détection des erreurs. Et on en a vu un qui est lié à la détection de cette onde ERN, liée probablement au cortex singulaire antérieur. Mais si des personnes comme Carl Friston à l'University College London ont raison, ces signaux de détection d'erreurs sont peut-être beaucoup plus répandus qu'on ne le pense pour l'instant dans le cerveau. La théorie de Carl Friston, c'est que en fait, pratiquement chaque région cérébrale comprend un signal d'erreur de prédiction. C'est-à-dire que le cerveau est un système prédictif. Même dans le domaine perceptif, nous générons des prédictions actives sur les entrées sensorielles et le cortex est câblé dans ses couches mêmes pour détecter les erreurs par rapport à ce signal de prédiction. Alors si c'est le cas, nous avons une sorte de métacognition distribuée à nouveau. Il y a énormément de dispositifs dans le cerveau qui sont appropriés pour détecter des erreurs. En tout cas, nous en avons vu clairement, expérimentalement, l'un d'entre eux lié à cette ERN. Et puis, troisième point, il ne faut pas l'oublier quand même, c'est important, les deux premiers dont j'ai parlé sont non conscients, hein, mais troisième point, il existe vraisemblablement à un troisième niveau un système métacognitif conscient, autonome, parfois fictif, dont nous avons vu un exemple plus clair dans la tâche de Logan et Crum tapée au clavier. Dans cette situation-là, le sujet conscient détecte qu'il a fait une erreur, mais il le détecte parfois de façon fictive puisqu'il s'attribue des erreurs qu'il n'a pas faites, et inversement, il s'attribue des essais corrects alors qu'il avait fait une erreur. Vous voyez que ce troisième niveau, c'est intéressant parce que c'est celui auquel on pense spontanément dans le cas de l'introspection, c'est normal puisque c'est celui dont nous avons conscience. Mais, quelque part, ça n'est peut-être pas le système le plus objectif de traitement de l'information. C'est un système éminemment subjectif et qui parfois se trompe même sur la présence d'erreurs. Alors, dans les cours suivants, nous verrons d'autres exemples de ce système. Nous verrons par exemple qu'il existe des variations interindividuelles dans le jugement métacognitif qui sont complètement indépendantes de la performance primaire du sujet dans une tâche objective. Et nous verrons également qu'il y a un système cérébral probablement distinct qui fait appel en particulier au cortex préfrontal et à l'R10 de Brodmann, très en avant dans le cortex frontal, qui est lié à ces jugements d'introspection consciente métacognitive. Donc, on se retrouve avec une situation plus compliquée qu'on ne le prévoyait au départ. On ne peut pas dire que l'introspection soit associée à un système unique. Il y a des introspections conscientes qui sont peut-être liées à un système préfrontal, mais il y a aussi une distribution remarquable des signaux d'incertitude dans le cerveau. Et un cerveau, finalement, on peut considérer qu'à chaque étape de traitement, il se surveille lui-même, il mesure en permanence sa propre incertitude afin peut-être d'obtenir une combinaison la plus optimale possible des indices dont il dispose. Voilà, je vous remercie de votre attention.